tout de suite le second débat de ce Sens Public, volontairement, vous le savez, décalé de l'actualité du jour. Il porte sur ce chiffre, 28% au Danemark. L'immigration a diminué de 28% entre 2014 et 2019. C'est le résultat d'une politique ultra stricte menée depuis 20 ans. D'abord par la droite, et puis alors c'est plus étonnant, aujourd'hui par un gouvernement de gauche social-démocrate. Ce modèle danois est maintenant donné en exemple par le parti LR, la droite française, pour justifier ce tour de vis migratoire qu'il propose au gouvernement. Flora Sauvage. Pour la droite française, c'est l'exemple à suivre. Le Danemark mène depuis plus de 20 ans l'une des politiques d'immigration les plus restrictives d'Europe. Dans ce pays de moins de 6 millions d'habitants, le nombre de demandeurs d'asile a plongé à 865 en 2023 contre plus de 20 000 en 2015 et affiche un taux de retour volontaire de 94%. De quoi faire rêver la droite française. Certains parlementaires, dont Muriel Jourda, ont fait le déplacement à Copenhague pour mieux comprendre le modèle danois. Les Danois acceptent de parler assez clairement du problème et dire pourquoi ils se dotent d'une stratégie migratoire. Une politique migratoire réussie, c'est une politique dans laquelle on modère et on arrive à freiner le flux entrant. Car autrement, on ne peut ni accueillir dignement, ni traiter les dossiers, ni non plus d'ailleurs faire partir ceux qui n'ont pas le droit de rester sur le territoire, puisqu'ils n'ont pas acquis le droit du pays dans lequel ils se rendent. Le Danemark fait tout pour décourager l'arrivée de nouveaux migrants. Le regroupement familial est devenu quasiment impossible et il faut 19 ans en moyenne pour obtenir la naturalisation. Un modèle difficilement transposable aux yeux de ce sénateur centriste. Le Danemark n'a pas l'histoire française, le Danemark n'a pas la géographie française et le Danemark n'a pas la culture juridique française. Moi, je suis très surpris qu'on aille chercher un modèle dans un pays de quelques millions d'habitants, au nord de l'Europe, et qu'on élude d'emblée la question de la démographie, notamment la question de la politique familiale, et aussi les questions des besoins de l'économie. Si un consensus politique s'est formé sur l'immigration au Danemark, en France, une majorité sur la question semble difficile à dégager. Voilà, et on se pose donc cette question, ce modèle danois est-il transposable en France? Avec Marc Ferracci, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes député Renaissance des Français de l'étranger, membre de la Commission des Affaires sociales à l'Assemblée. Rachel Binas, bonsoir, bienvenue. Vous êtes journaliste au service société du magazine Marianne. Renaud Large, bonsoir. Bienvenue à vous aussi, expert associé à la Fondation Jean Jaurès. On est également en duplex, en visioconférence avec Anne-Françoise Hiver, qui est correspondante du Monde dans les pays nordiques, et vous suivez cette actualité danoise pour nos confrères du Monde. Bonsoir et bienvenue à vous. Et Laetitia Cruppa, évidemment, est restée à mes côtés, éditorialiste politique. Est-ce qu'il vous fait rêver, ce modèle danois, Marc Ferracci ? Je pense qu'il faut faire attention à l'idée de transposer tel quel des modèles sur notre pays. C'est effectivement quelque chose qui attire l'attention de beaucoup de dirigeants européens, pas que des dirigeants d'ailleurs, des leaders de partis politiques, qui voient peut-être dans le modèle danois un exemple à suivre. Je pense qu'on a tous besoin, dans un monde ouvert, de penser une politique d'immigration qui soit cohérente avec nos valeurs, avec notre culture, avec notre histoire. Et c'est en ça que je pense que le modèle danois n'est pas forcément transposable au modèle français. Parce que vous dites un monde ouvert, c'est pas exactement la logique qui est appliquée au Danemark. Vous avez raison, et c'est précisément pour ça que je pense qu'il faut, avec l'exemple du Danemark, tenir compte du contexte, tenir compte d'une certaine homogénéité de ce pays, tenir compte du fait qu'il y a là-bas une culture du compromis qui a pu amener certains gouvernements à nouer justement sur certaines thématiques comme l'immigration, eh bien des compromis avec les partis les plus extrêmes. Je pense que sur tous ces sujets-là, mais on va en discuter, le modèle gagne à être observé, gagne à être disséqué, gagne à être analysé, ne gagne pas forcément à être transposé. Bon, j'entends vos arguments et on prendra quelques-uns des exemples de ce qui existe depuis plusieurs années au Danemark. Rachel Binas, ce modèle, je mets des guillemets, cette politique migratoire stricte ou ultra stricte, on l'a compris, elle mobilise en France la droite, le parti LR, mais est-ce qu'elle fait aussi réfléchir la gauche en France ? Elle bouscule la gauche. Oui. Elle la bouscule parce qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais le virage dans la politique migratoire qu'a pris le Danemark, alors qui est d'abord celui de la droite danoise. Oui. Il y a une vingtaine d'années, c'est ça ? Exactement, il y a une vingtaine d'années, tout à fait, mais qui ensuite a été repris et poursuivi par les social-démocrates, par la gauche. La gauche, aujourd'hui, il y a un consensus au sein de la gauche danoise. Tout le monde est plutôt d'accord et l'accepte jusqu'à l'aile verte, l'aile écolo
des mouvements politiques. Ouais. Donc, en réalité, elle bouscule bien plus la gauche française que la gauche danoise. C'est-à-dire qu'elle vient poser la question de la garantie d'un État-providence, d'un État social fort, avec une régulation des flux migratoires et une maîtrise de ses frontières. Ouais. Ce sont des thématiques qui, jusque-là, étaient peu investies par la gauche et qui a permis aux social-démocrates au Danemark de gagner et de faire, aux dernières élections, le meilleur score. Ouais. Contrôle des frontières, plan anti-ghetto, expulsion de réfugiés, conditions durcies pour obtenir la nationalité. Je pourrais prolonger la liste. Enfin, ça pourrait être plutôt un programme vu d'ici avec notre histoire politique portée par l'extrême droite. Là-bas, je le rappelle, la Première ministre, elle est de gauche et social-démocrate avec des alliés libéraux, si je ne me trompe. Il y a une coalition qui s'est formée. Renaud Large, est-ce que c'est l'électorat populaire qui explique ce qui est en train de se passer au Danemark et qui donc, en résonance, intéresse aussi les politiques français ? Absolument. Le principal parti pris du Parti social-démocrate entre 2015 et 2019, c'est-à-dire l'opposition, quand ils sont dans l'opposition et qu'ils perdent les élections, c'est de dire on a perdu les catégories populaires qui sont parties dans l'équivalent du Rassemblement national qui s'appelle le Parti du peuple danois. Et ils se disent comment on peut faire pour restaurer en réalité la force de la social-démocratie danoise qui passe par un État-providence qui est le cœur et l'ADN de la social-démocratie danoise. Et donc ils partent du principe que pour être exigeant, pour être ambitieux en matière sociale, donc notamment une des mesures phares du programme est celle de l'instauration d'une pré-retraite à 61 ans. C'est intéressant. Absolument. On était dans notre premier débat sur notre retraite à 64 ans, donc on va plus donner aux Danois en étant plus dur avec les... Je schématise volontairement, mais est-ce que c'est un peu l'idée ? On va plus donner aux Danois qui ont eu des carrières pénibles, donc c'est 38 000 personnes, avec un système de prélèvement de 400 millions qui permet de financer ces pré-retraites à 61 ans, sachant que le départ à la retraite au Danemark, ce qui n'est pas le cas le fait des sociodémocrates, mais est à 67 ans, le départ. Et donc il y a un départ à 61 ans. Et pour faire cela, la Première ministre estime qu'il faut avoir une politique d'intégration, il faut de la cohésion sociale dans le pays, et pour avoir cette cohésion sociale, mais il faut avoir un contrôle des frontières et donc avoir des flux d'immigration plus contrôlés. Oui, effectivement. Donc ça, c'est vraiment le discours qu'on a tenu. Je me tourne une première fois vers Anne-Françoise Hivert pour... Vous allez nous donner le retour de la société là. On l'a vu dans le sujet, il y a un consensus politique, il n'y a plus personne pour dire mais c'est trop radical, c'est trop strict cette politique migratoire. Alors, il y a encore quelques partis à la gauche de la gauche qui critiquent. Peut-être pas tout, mais certaines mesures. Pendant la campagne électorale, la dernière campagne électorale, notamment, il y a eu beaucoup de discussions sur la naturalisation, donc qui prend effectivement 19 ans en moyenne, et notamment la situation de jeunes qui sont nés au Danemark, puisqu'il n'y a pas le droit du sol, donc nés de parents étrangers, et qui n'obtiennent pas la nationalité danoise, qui se retrouvent à 18 ans à devoir faire des démarches pour essayer d'obtenir un permis de séjour permanent. On parle d'un permis de séjour avant de pouvoir faire les démarches pour être naturalisés, et certains se retrouvent avec un permis de séjour temporaire, sachant qu'ils n'ont jamais vécu ailleurs qu'au Danemark. Donc ça a été un sujet qui a quand même été beaucoup discuté. Certains partis critiquent aussi la loi ghetto, donc qui veut limiter le nombre de personnes d'origine non danoise, non ethniquement danoise, comme on dit au Danemark, c'est-à-dire des immigrés de première et seconde génération. Ça, c'est un point aussi de plusieurs partis. C'est pas plus de 30%, objectif d'ici à 2030, c'est ça, si je me souviens bien ? 2031, 30% de non-occidentaux dans un même quartier, quoi, c'est ça ? Oui, ça c'est l'objectif du gouvernement. Il y a différentes catégories de quartiers, c'est extrêmement détaillé et précis. Il y a différents critères aussi. Donc les ghettos ont plusieurs critères, et donc cela c'est même 50%. On est en train de baisser à 40% le nombre de logements à loyer modéré. Donc on déplace des gens d'un quartier à l'autre. Donc c'est tout un arsenal de mesures en fait qui a été mis en place, oui, comme vous disiez, depuis 20 ans, depuis 2001. Alors, par la droite. On y reviendra sur cet aspect-là concernant les ghettos. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous nous dites qu'il y a quelques voix à la gauche, de la gauche, qui continuent de s'exprimer. Mais sinon, quand on écoute, par exemple, celle qui est aujourd'hui première ministre du Danemark, Mette Frederiksen, c'était pendant la dernière campagne des élections législatives.
c'est quasi un non-sujet finalement, la politique migratoire. Écoutez-la. La majorité des Danois soutiennent les lois et la façon dont nous pensons à la migration et aux demandeurs d'asile au Danemark aujourd'hui. C'est toujours un sujet important pour beaucoup de gens, principalement parce que dans certaines parties du Danemark, l'intégration ne fonctionne pas aussi bien qu'elle le devrait. Et oui, nous devons assurer l'avenir. Rachel Binas, est-ce qu'il y a des personnalités de gauche ici en France qui commencent à s'inspirer d'un discours comme celui-là, d'un discours, on va dire, je mets pas mal de guillemets, mais plus réaliste sur l'immigration ? Alors, timidement, si je puis dire, s'il fallait en citer deux, ce serait Ruffin et Roussel. Ouais. C'est peut-être les plus à même, justement, d'investir cette question parce qu'ils entretiennent ce lien avec le peuple, avec tous les guillemets que ça nécessite, mais avec ceux sur qui le pouvoir s'exerce, les classes les plus prolétaires, qui sont, alors même si... on le sait, la préoccupation première demeure le pouvoir d'achat, le travail, la lutte contre la pauvreté. Les questions d'immigration, d'insécurité culturelle ne sont pas absentes. Donc, si certains devaient l'incarner, ça pourrait être ces deux personnalités politiques à gauche. François Ruffin, LFI, Fabien Roussel, Parti communiste, je le rappelle. Même si nos téléspectateurs sont férus de politique. On va prendre un exemple concret. Pour obtenir la nationalité danoise, il faut avoir une résidence permanente dans le pays, résider au Danemark depuis 9 ans sans interruption, pas d'absence supérieure à 14 jours, 2 semaines, passer un test de langue, il faut bien parler le danois, et puis un autre test qui est un test de citoyenneté, on a choisi 2 questions, il y en a vraiment beaucoup, des questions. Alors évidemment, nous qui ne sommes pas danois, je pense que très peu autour de cette table ou parmi les téléspectateurs vous pourrez répondre, mais 2 des questions. Quelle est la trame du ballet La Sylphide dévoilée en 1836 ? Voilà, test de citoyenneté. Ou alors, une autre question, dans quelle constellation l'astronome Tycho Brahe a découvert une étoile au XVIe siècle ? Voilà, il faut bosser pour pouvoir obtenir la nationalité danoise aujourd'hui. Marc Ferracci, est-ce que on va vraiment essayer d'être précis sur des points, voilà, durcir les conditions pour obtenir la nationalité danoise finalement, être obligé de travailler, presque de bachoter et de très bien parler la langue, est-ce que ça vous semble extrémiste, trop radical ou finalement justifié ? Bon, c'est vrai que les questions que vous avez posées, même transposées chez nous, bon courage. Poserait quelques difficultés à beaucoup de gens. Je pense que déjà, il faut distinguer l'acquisition de la nationalité de la possibilité d'avoir un titre de séjour temporaire. Et de ce point de vue, il y a un modèle danois qui est dur sur les 2 aspects, mais il y a aussi un modèle qui inspire et qui, en France, on le voit bien avec le projet de loi sur l'immigration qu'on est en train de préparer, trouve un petit peu d'écho avec cette idée de reprendre le contrôle sur un certain nombre de sujets. Mais je réponds quand même à votre question. Est-ce que c'est radical ? Moi, je considère qu'on a besoin, à un moment ou à un autre, d'acquérir un certain nombre de valeurs et de communs au pluriel, pour s'intégrer dans une société. C'est une façon de montrer son attachement au pays dans lequel on vit depuis plusieurs années. Je suis moi-même député des Français établis en Suisse et au Liechtenstein. Et en Suisse, il se trouve qu'il y a un processus d'acquisition de la nationalité qui est aussi assez exigeant, avec notamment des questions de culture générale sur ce qu'a été la Suisse, son histoire et ainsi de suite. Moi, ça ne me choque pas. Vraiment, ça ne me choque pas. Mais je pense qu'il faut faire la part des choses et il faut vraiment distinguer cette démarche, on va dire, d'acquisition de la nationalité, d'une démarche un petit peu plus temporaire. Et sur ce point, je pense qu'il faut aussi, et vous l'évoquiez à l'instant, distinguer ce qui crée de la réticence au sein, notamment, on le dit, des classes populaires vis-à-vis de l'immigration. Il y a cette notion d'insécurité culturelle dont on parle beaucoup, c'est-à-dire le sentiment que les gens qui viennent de l'étranger ont des valeurs qui nous sont très différentes. Et puis, il y a une autre appréciation qui est l'idée que les immigrés ont un impact économique et social délétère pour le pays d'accueil. Moi, je me bats en tant qu'économiste depuis assez longtemps contre cette deuxième idée. L'idée que l'immigration aurait un impact économique délétère, que les immigrés feraient baisser le salaire des natifs, que les immigrés prendraient les emplois des natifs. Rien ne l'indique. Rien ne l'indique. Est-ce que l'inverse... les dernières études de l'OCDE ne sont pas aussi radicales que vous. Mais... Alors, si je peux me permettre, il y a eu beaucoup de littérature sur le sujet. Et quand on regarde les spécificités de chacun des pays, notamment la manière dont le marché du travail fonctionne, est-ce que les salaires sont rigides, est-ce qu'ils sont flexibles ? On se rend compte qu'en France,
Et en réalité, ce risque d'un effet délétère économique de l'immigration est très faible, pour des raisons qui tiennent au fonctionnement de notre marché du travail. Si on raisonne en comparaison internationale, vous ne trouverez pas vraiment d'études sur données françaises qui établissent des effets délétères. Donc moi, je veux simplement essayer de poser... Alors vous dites, pardon, je vous redonne la parole, vous dites que l'OCDE publie des études qui mettent des bémols à ce constat. Et puis un mot juste sur la langue. Si on décide de faire une petite comparaison européenne, quel que soit le titre de séjour, on parle de nationalité, mais ça peut être des titres de séjour pluriannuels, nous faisons partie des plus mauvais élèves. C'est-à-dire nous faisons partie des élèves les moins exigeants sur l'acquisition de la langue française. D'accord. On pourrait être plus exigeant en termes de critères pour obtenir la nationalité. Exactement. Et ce qui permet aussi une autonomie de ces populations-là, c'est extrêmement important. Allez, je vous laisse conclure votre argumentation. Je veux pas qu'on passe tout le débat là-dessus, mais le Conseil d'analyse économique, qui a déjà 2 ans, a produit un rapport sur l'immigration qualifiée, et il établissait cet élément selon lequel il n'y a pas vraiment d'études sur données françaises. Mais juste sur ce point, parce que là, je vous rejoins, sur la langue, je pense que c'est pour le coup un facteur sur lequel on peut s'accorder, qui facilite l'intégration. Et d'ailleurs, je rejoins à ce point cette idée-là, que le projet de loi que nous préparons, et qui est aujourd'hui, qui a fait l'objet d'un examen par la commission des lois du Sénat, prévoit des conditions plus restrictives d'acquisition des titres de séjour sur le critère de la langue. Renaud Large, cette question, on pourrait presque dire de l'engagement patriotique des immigrés pour leur pays d'accueil. Pourquoi c'est important? Et pourquoi, tiens, peut-être, ça rejoint la première partie de notre débat, ça pourrait être un argument pour la gauche en France, d'après vous? Je reviens 1 minute sur le cas danois pour vous expliquer ce point-là, parce que c'est intéressant. Les Danois, qu'est-ce qu'ils ont fait à nouveau entre 2015 et 2019? Ils se sont dit, on ne va pas faire l'autruche, le sujet existe, il y a une préoccupation de la population sur ce sujet de l'immigration. On ne va pas faire l'évitement, ou l'esquive, et donc éviter de parler de ce sujet-là pour parler que d'économie ou de social, et on va pas non plus faire le caméléon pour devenir un copier-coller de l'extrême droite. Ils se sont dit, quelle est notre histoire? Quelle est notre histoire politique? Comment la social-démocratie a pu parler du sujet de l'immigration dans le temps? Et ils sont tombés sur les déclarations des maires sociodémocrates autour de Copenhague dans les années 80, qui appelaient le parti central à dire il faut mieux qu'on intègre les populations immigrées, parce que ça devient, on a un patchwork de population et ça devient très communautaire. Nous, en France, on a une culture à ce niveau-là. C'est la culture d'une gauche qui a été assez républicaine. Je vais vous prendre 2 exemples qui sont très emblématiques et qui montrent que, sans doute en France, on a des voies d'accès à la nationalité qui sont différentes de ceux du Danemark, mais qui peuvent être intéressants. Le premier, c'est le cas du résistant Manoukian, qui est en réalité mort en tant qu'étranger, s'est révélé être très engagé aux côtés de la France et dit à ses bourreaux, vous avez hérité de votre nationalité, moi je l'ai mérité. C'est le premier point. Le deuxième point, le décret du 26 août 1792, où la nation française naturalise des personnes qui résident sur le sol étranger, mais qui ont rendu un service à la France. Nous sommes une nation citoyenne, en réalité. C'est-à-dire que la France, c'est un engagement patriotique, comme je vous le disais. Donc on a dans notre tradition la capacité à renouer avec, ça peut prendre une forme économique, comme l'explique monsieur le député, mais ça peut prendre d'autres formes. C'est culturel aussi. Enfin, quand vous disiez qu'il y a dans les classes populaires, et pas seulement cette, je sais pas quel terme employer, réticence, gêne, parfois colère face effectivement au sentiment que il n'y a pas ce patriotisme ou cet amour de la France, c'est ressenti assez largement. Donc vous nous dites que là, il y a quelque chose à creuser. Il y a sans doute quelque chose à creuser et qui correspond à la manière dont on a construit la nationalité française dans notre histoire. Ce serait cohérent avec notre histoire. Absolument. D'être exigeant sur ce critère. Absolument. C'est ce que la nationalité française ou l'identité française, est-ce que ce sont la même chose? Alors, c'est pas tout à fait la même chose, justement. Je vous parlais de nation citoyenne. Le principe d'une nation citoyenne, ça relève d'un choix, en fait, en réalité. Ça relève d'un mouvement. Donc, une identité, par essence, c'est figé, on l'a subi. Et donc, c'est en cela, si vous voulez, que la nation citoyenne française, la manière de concevoir la nationalité en France, est intéressante. Je vous parlais du cas de 1792, où c'est des gens qui ont une identité qui est très différente. Mais en revanche, à un moment donné, ils se sont dit... L'idéal français est celui qu'on veut qu'on sert, et donc c'est pour cette raison qu'on acquiert la nationalité. Alors on l'a vu dans notre reportage, Éric Ciotti était au Danemark la semaine dernière, c'est pas le seul politique français à s'y être rendu, il y avait le porte-parole du gouvernement il y a quelques semaines, et puis on va accueillir Quentin Calmet tout de suite sur ce plateau. C'est évidemment une source d'inspiration pour les députés et sénateurs LR. Rebonsoir Quentin, 2 propositions de loi déposées sur le sujet de l'immigration. Voilà, 2 propositions de loi sur 2 plans différents. La première proposition de loi ordinaire pour modifier la loi, la seconde constitutionnelle pour changer notre texte suprême. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le premier texte ?
Au total, 56 articles, largement inspirés d'ailleurs d'un rapport sénatorial sur l'asile et l'immigration de 2022. On a retenu quelques mesures, regardez. Des quotas sur toutes les catégories d'immigration débattues chaque année par le Parlement, alors sauf en matière d'asile. Le resserrement des critères du regroupement familial, la fin du droit du sol pour les enfants de parents en situation irrégulière, on en parlait d'ailleurs avec votre correspondante du Monde, et enfin, un dernier exemple qu'on a retenu, le rétablissement du délit de séjour irrégulier. Alors ça, ce sont les grands enjeux du premier texte déposé par les LR, et il y a donc aussi une proposition de loi pour modifier la Constitution. Public Sénat, on a obtenu les détails. Voilà, le texte a été déposé le 25 mai, mais son contenu exact n'avait pas encore été rendu public. Effectivement, nos journalistes se sont procuré le texte. Son article 1, Thomas, vise à réaffirmer la prééminence des règles de la République et ainsi ajouter à la Constitution que nul ne peut se prévaloir, je cite, de son origine ou de sa religion pour se soustraire aux lois de la République et s'exonérer du respect des règles communes. En fait, cette mesure vise à lutter contre le communautarisme selon les LR. Et alors, qu'y a-t-il d'autre dans les 7 autres articles de cette proposition de loi? On retient 2 autres mesures fortes. La première, c'est de permettre le recours au référendum pour trancher les questions liées à l'immigration. L'article 11 de la Constitution délimite les sujets sur lesquels on peut interroger les Français, ne permet pas cela actuellement. Écoutez Bruno Retailleau, le chef de file des LR au Sénat. Moi, je souhaite que dans l'article 11, on puisse consulter les Français, c'est-à-dire qu'en clair, un référendum puisse avoir lieu sur le sujet de l'immigration. Pour ça, il faut réviser la Constitution. Mais je pense que où on est dans une démocratie, où on ne l'est plus. Je pense qu'à l'origine du malaise démocratique, c'est que les gens pensent trop souvent que leur bulletin de vote vaut pour rien du tout. Il faut les remettre au cœur de notre démocratie. Dernière mesure que nous avons retenue, elle vise à permettre à certaines lois organiques en matière migratoire de déroger au droit européen. Tout cela fait dire à la gauche que LR penche vers le Rassemblement national. Écoutez, ce matin, Yannick Jadot, c'était sur notre antenne. LR a totalement dérivé vers l'extrême droite. Il n'y a qu'à les écouter sur l'immigration. Franchement, c'est devenu totalement lunaire. Ah oui. Quand vous en êtes quasiment à hésiter sur le droit du sol, le droit du sang, quand vous faites des immigrés les boucs émissaires de toutes les difficultés de la France, quand vous focalisez là-dessus, quand vous êtes aussi dans une dérive illibérale, vous contestez tous les contre-pouvoirs de la République et des institutions. C'est totalement fou. C'est Orban, c'est le PiS en Pologne. Voilà, ces propositions de loi déplaisent également à la majorité présidentielle. Vous allez peut-être pouvoir nous le dire aussi sur ce plateau, mais on a entendu le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, Sacha Houlié, critiquer effectivement cette porosité idéologique entre LR et le RN selon lui sur ces propositions de loi. De quoi aussi, Thomas, compliquer la recherche d'un consensus pour le gouvernement sur ce projet de loi immigration qui doit être présenté en juillet. Merci beaucoup, Quentin. Marc Ferracci, je voudrais qu'on s'intéresse d'abord à la question du référendum. Est-ce qu'il faut changer la Constitution? Est-ce qu'un référendum sur l'immigration, il faut donner la possibilité aux Français de voter là-dessus, par référendum? On voit bien qu'il y a des arrière-pensées derrière cette proposition. Ouais. Il y a l'idée de faire se prononcer les Français sur des textes qui ont, et on le voit bien quand on les discute article après article, une dimension très complexe. En général, quand on fait un référendum, on vote sur un projet de loi. C'est le principe. Ouais. Le projet de loi qui nous est aujourd'hui proposé de discuter au Parlement, c'est un projet de loi dont moi-même, en tant que parlementaire, je mets du temps, je vais encore mettre du temps à saisir toute la complexité, toutes les subtilités. Donc l'arrière-pensée ici, c'est au fond de simplifier, à travers une question qui serait posée de manière unidimensionnelle, oui ou non à un projet de loi soumis au référendum, des questions qui sont éminemment complexes. Et moi, je pense qu'il faut faire attention à ça. Vous pensez que les citoyens n'ont pas la capacité à lire le contenu, à s'en imprégner avant de décider oui ou non? Je fais vraiment acte d'humilité en disant ça. Même les parlementaires sont parfois en difficulté face à des sujets dans des projets de loi qu'ils ne maîtrisent pas toujours sur le bout des doigts. Et donc, s'il y a une démocratie parlementaire, c'est aussi pour éviter cela. Ça, c'est le premier point. Mais moi, je n'ai pas de problème de principe à ce qu'on discute du contenu et du périmètre de l'article 11 de la Constitution, c'est-à-dire des thèmes qui peuvent être soumis à référendum. Mais je veux dire qu'en l'espèce,
il me semble qu'il y a une démarche qui est un petit peu cousue de fil blanc de la part de la majorité LR au Sénat et à l'Assemblée. Ouais. Renaud Large, on peut imaginer ce que serait une campagne électorale sur un référendum comme celui-là, dans le climat français, avec les risques de surenchère. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, je ne sais pas en réalité comment tournerait une campagne de cette nature-là. En revanche, ce que je vois dans le cas danois, et ce qui est assez emblématique, c'est que la prise en compte de ce sujet-là par la majorité, qui en l'espèce était social-démocrate, a fait évoluer substantiellement le rôle de l'extrême droite dans le pays. On a une extrême droite qui est passée de 20% en 2019 à 9% en réalité aux dernières élections. Ouais. Donc il y a eu une chute assez drastique quand le sujet a été pris en compte. Donc est-ce que c'est le référendum, est-ce que c'est autre chose, je ne sais pas, mais en revanche, le sujet est pris en compte. Est-ce qu'on pourrait envisager le résultat du référendum ? Est-ce que vous pourriez envisager, si le référendum avait lieu... qu'est-ce que ça donnerait ? Voilà, qu'est-ce que ça donnerait ? Est-ce que c'est pas ça la plus grande crainte des politiques ? Non. On n'a jamais peur du résultat d'un référendum. Mais encore une fois, moi je pense que l'argument que j'évoquais, je ne veux pas y revenir, mais c'est un argument de bon sens. Il y a une démocratie parlementaire, au fond, pour gérer cette complexité sur tous les sujets. Oui. Je reviens vers Anne-Françoise Hivert, parce qu'effectivement, c'est intéressant, le poids de l'extrême droite aujourd'hui au Danemark. Est-ce qu'effectivement, à partir du moment où tous les autres partis, finalement, ont digéré et appliqué une mesure ou une politique migratoire stricte, c'est ça qui a vidé l'extrême droite de son poids politique, de son poids électoral ? Alors il faut faire très attention parce que on avait un parti d'extrême droite, le Parti du peuple danois, effectivement pendant des années, qui a été jusqu'à 20% aux élections législatives. On en a 3 désormais, qui ensemble ont fait 14% aux dernières élections, et qui pourraient tout à fait augmenter puisque le Parti du peuple danois, pour différentes raisons, n'est quasiment plus existant. Il a obtenu 2% des voix en 2022. Par contre, la plupart des députés, ses idées, son programme ont été complètement siphonnés par un nouveau parti qui venait juste d'être créé, donc qui n'a pas eu le temps de mener une campagne solide, qui pourrait tout à fait gagner beaucoup plus aux prochaines élections. Et à côté de ça, il faut se rappeler que, d'accord, peut-être, oui, l'extrême droite pèse moins n'est plus à 20%. Par contre, c'est pas juste son programme qui est appliqué, c'est sa rhétorique aussi qu'on retrouve dans tous les partis. La façon dont on parle des étrangers au Danemark pourrait, je pense, surprendre pas mal de gens en France, notamment quand ça vient du Parti social-démocrate. Vous parliez tout à l'heure des règles pour la naturalisation. Alors, elles sont strictes, mais elles sont durcies tous les ans. Quasiment tous les ans par un nouveau gouvernement, c'est la routine. Donc il y en a d'autres des règles. Il y a aussi le fait qu'on ne peut pas obtenir la nationalité si on a été condamné à la prison, que ce soit une prison ferme ou la prison avec sursis par exemple. Il y a la poignée de main obligatoire qui est vraiment un signal envoyé aux musulmans qui a été mis en place il y a quelques années. Donc une fois qu'on a obtenu la naturalisation, on n'est toujours pas naturalisé si on ne serre pas la main de l'élu dans sa commune. Pendant le Covid, on ne pouvait pas saluer. On a petite question, François Hivert, pardon de vous interrompre, mais petite question. Est-ce que finalement, le fait que à la fois les idées et les mots, ce que vous nous dites de l'extrême droite, est diffusé, percolé dans l'ensemble de la classe politique, est-ce que ça libère aussi une parole et des actes racistes au Danemark ? Alors, ça libère une parole raciste, ça c'est évident. Des actes pas... C'est difficilement mesurable, il n'y a pas une montée d'actes racistes ces dernières années. Par contre, il y a effectivement des propos qui sont tenus assez régulièrement et que les étrangers, alors des Danois même d'origine immigrée, dénoncent très régulièrement. Il y a eu différents scandales assez récemment. Et il y a aussi le fait que toutes ces mesures, elles sont mises en place au nom de l'intégration. Les étrangers et les Danois d'origine étrangère ont beaucoup de mal à se sentir Danois. Ils sont en permanence ramenés à leur origine. Et on ne parle pas juste des immigrés de première génération, on parle des immigrés de deuxième, de troisième génération, puisqu'on fait des statistiques sur les troisième générations, des jeunes qui pensaient être danois, qui à 18 ans découvrent qu'ils sont finalement pas danois, qu'ils n'ont pas les mêmes droits que leurs copains. On a aussi des Danois qui sont surpris de revenir au Danemark avec un conjoint étranger non européen
et qui découvrent qu'ils sont soumis aux mêmes règles que des réfugiés danois, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à obtenir le droit pour leurs conjoints de rester au Danemark, ou en tout cas avec les conditions qui sont imposées sont extrêmement drastiques, qui fait qu'il y a énormément de gens qui repartent ou bien qui vont même s'installer dans les pays voisins, la Suède ou l'Allemagne, où c'est plus facile de s'installer avec son conjoint étranger pour un Danois. Oui, alors ce thème, il est vraiment le thème de notre débat passionnant, parce qu'on voit ces résonances aussi avec la société française et la vie politique française. Laetitia, on va se concentrer, grâce à vous, pendant quelques minutes sur une voix qu'on n'attendait pas forcément sur ce sujet, qui s'est exprimée ces derniers jours dans la presse, celle de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, dans l'Express, avec des mots qui tranchent avec le discours qu'on connaissait de lui auparavant. Oui, un discours plutôt correct, on va dire un peu contrôlé. Et ben alors là, Édouard Philippe, on va dire, ne prend pas du tout ce sujet avec des pincettes. Oui. Et c'est pour cette raison que l'Express, certainement, a choisi de le mettre en une avec ces mots accrocheurs, les mots d'Édouard Philippe. L'immigration subie, à l'Algérie, délinquance, on crève. Des non-dits. Oui. Voilà, ça, ce sont les mots d'Édouard Philippe dans cette interview. Et c'est vrai que ça tranche, par exemple, avec son discours sur l'immigration. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2019, à l'Assemblée nationale, j'ai relu et j'ai revu tout son discours. Je peux vous assurer qu'on en est très loin aujourd'hui. Ce n'étaient pas les mêmes mots. Qu'est-ce que vous retenez le plus important dans cette interview de l'Express ? Alors, je vais essayer vraiment de prendre 3 idées majeures. D'abord, ses propos sur les flux migratoires qui, dit-il, ne cessent d'augmenter de façon exponentielle depuis les 20 dernières années et qu'il faut absolument contrôler. Les mots d'Édouard Philippe ont un sens et bien sûr une visée. Il parle d'embolie des services publics, c'est ça ? Exactement, pour des problèmes comme l'embolie des services publics. Il dit, c'est très simple, cette augmentation rapide du nombre d'étrangers en France participe à l'embolie de beaucoup de nos services publics. Je veux être factuel, cela signifie que dans un certain nombre d'endroits, évidemment pas sur la totalité du territoire, les services publics ne peuvent pas fonctionner parce qu'ils sont dépassés par la prise en charge d'un grand nombre d'étrangers. Et puis, Édouard Philippe lève aussi un tabou, en tout cas agite quelque chose qui va, à mon avis, déboucher sur une polémique qui va durer de nombreux jours, de nombreuses peut-être semaines. Il dit qu'il faut carrément revoir l'accord avec l'Algérie. Alors je vais le lire sur la particularité de l'accord franco-algérien. Je cite Édouard Philippe. Cette particularité, il détermine complètement le droit applicable à l'entrée et au séjour des ressortissants algériens avec des stipulations qui sont beaucoup plus favorables que le droit commun. C'est une particularité très nette. Aucun ressortissant d'un autre État ne bénéficie de tels avantages. C'est factuel, mais vous nous dites que ça va provoquer pas mal de réactions. Évidemment, alors cet accord a été signé le 27 décembre 1968 et vous savez bien que quand on parle d'Algérie en France, cela crée une réaction presque épidermique. Donc il sait très bien où il met les pieds, Édouard Philippe. Et il y va aussi carrément franco, sans phare, sur l'islam. Il dit « Le communautarisme islamique est une menace, un risque perçu comme tel par nos concitoyens, qui nous impose une forme de combat politique. » Donc vous voyez, Thomas, où Édouard Philippe met les pieds. C'est très simple. Il se positionne entre Emmanuel Macron, entre le Rassemblement national, là où normalement devraient être les Républicains, sa famille d'origine, là où devrait être la droite, et là où n'a jamais réussi à s'installer la droite. Pourquoi il prend la parole sur ce sujet aujourd'hui ? Alors, un de ses conseillers vraiment très proche du premier cercle m'a dit « Vous savez, Édouard Philippe, maintenant, ne répond plus aux questions de journalistes sur l'actualité immédiate. Il ne réagit plus. Il choisit des longues interviews, comme celle de l'Express, celle du Point aussi, il y a quelques semaines, et il impose ses sujets de prédilection, les sujets qu'il juge primordiaux. Donc là, évidemment, l'immigration, je viens de vous expliquer pourquoi son positionnement politique est bien sûr intéressant. Pourquoi ? Parce que quand il parle, par exemple, des concitoyens, du sentiment des concitoyens, Édouard Philippe parle bien sûr aux Français. Pourquoi ? Parce qu'il est dans la position du candidat. Futur candidat. Du candidat pour 2027. Je pense qu'avec cette interview, il est candidat pour 2027. Même s'il n'a pas employé, évidemment, les mots. C'est vous qui l'analysez. Je voudrais qu'on termine, il nous reste 7-8 minutes pour faire un autre focus qui me semble intéressant. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, Marc Ferracci, sur la question de la main-d'œuvre, du poids économique, positif ou pas, des immigrés dans un pays. Il y a un volet de ce modèle danois, je continue de mettre des guillemets, qui pose question, celui de la main-d'œuvre. 158 000 offres d'emploi restées sans réponse au second semestre de l'année
2021. Je crois que c'est les bons chiffres, direction du marché du travail et du recrutement. Anne-Françoise Hivert, rapidement, est-ce que dans les voix un peu discordantes, il y a celle des entrepreneurs danois sur la politique menée depuis plusieurs années ? Ah oui, tout à fait. Et depuis longtemps, en fait, parce que c'est ce manque de main-d'œuvre qu'on découvre un peu partout en Europe, il n'est pas du tout récent au Danemark. Ça fait des années que les entreprises protestent contre la politique, et pas seulement d'ailleurs contre les mesures, mais aussi les signaux que le Danemark envoie. Parce que beaucoup de la politique danoise, c'est effectivement les règles qui sont mises en place, mais c'est aussi une politique des symboles. C'est-à-dire qu'on en rajoute pour pouvoir envoyer le signal qu'on n'est vraiment pas. Le Danemark n'est pas un pays accueillant. Donc c'est un gros problème. On a beaucoup d'entreprises qui cherchent des employés, qui demandent, donc il y a un salaire minimal qui a été mis en place pour pouvoir faire venir des salariés non européens. Donc les entreprises demandent qu'il soit baissé, et pour le moment les politiques ne cèdent pas, alors qu'ils reconnaissent que c'est un problème même en termes de création de richesse, création de richesse, pour le pays. Est-ce que c'est, Renaud Large, l'angle mort de ce qui se passe au Danemark, ça ? C'est sans doute le point, oui, absolument, l'angle mort de leur politique. En revanche, je pense qu'il y a un point qui est important au-delà de l'aspect économique. L'aspect économique ne suffit pas, en réalité, à créer justement ce que j'expliquais tout à l'heure sur l'engagement, la nation citoyenne. C'est un point important, mais ce n'est pas le point qui suffit en soi. Et ce que les Danois ont fait à travers leur politique, nous, ce qu'on voit à travers les sondages, c'est suivre une intention qui est une intention populaire. Quand en France, vous avez 55% des Français et 53% qui, en décembre 2022, vous disent c'est le sujet prioritaire, ce sujet de la prise en compte du sujet de l'immigration. C'est plus le cas aujourd'hui, ça. C'est toujours un peu. C'est pas dans le top 3 les sujets économiques et sociaux ont sans doute pris mais on fait le même sondage à la Fondation au mois d'avril 2023 pour le coup, et on se rend compte que toutes les tranches de la population, et ce qui nous a le plus surpris, c'est les sympathisants de gauche, ont une politique, appellent en tout cas à plus de fermeté sur ce sujet-là, dans des proportions qui vont d'un sympathisant de gauche sur deux. Je reviens, Marc Ferracci, sur la question de l'emploi. Est-ce que finalement, ça vous donne ça met de l'eau à votre moulin, quoi. Vous voulez que le gouvernement ne cède pas sur la question des titres de séjour pour les métiers en tension, alors qu'on a bien compris qu'il y avait des discussions avec le parti LR, il nous dit que c'est une ligne rouge. Ce titre de séjour, déjà expliquer ce qu'il y a dedans, c'est l'idée que les gens qui sont déjà là, travaillent, qui sont intégrés, qui pour la plupart payent leurs impôts, puissent initier eux-mêmes, et pas avec l'accord de l'employeur, c'est important, une démarche de régularisation, c'est-à-dire avoir un titre de séjour. C'est important parce que aujourd'hui, il y a beaucoup d'employeurs qui sont dans une logique, il faut le dire, d'exploitation de cette main-d'œuvre-là, et qui ne font pas la démarche de régulariser leurs travailleurs. Moi, je pense que c'est du bon sens. J'étais, pas plus tard que tout à l'heure, en train de discuter avec quelqu'un qui est assez connu, qui s'appelle Thierry Marx, et qui est aujourd'hui le président du syndicat de l'hôtellerie-restauration. Il est très favorable, et leur position est très clairement exprimée, à cet article 3 du PJL qui introduit ce titre de séjour métier en tension. Moi, je pense qu'il y a une logique assez simple, c'est que le travail et l'intégration par le travail, c'est un socle à la fois de notre efficacité économique collective, parce qu'il y a des métiers qui ne trouveront pas de main-d'œuvre, quoi qu'il arrive, et quand bien même on formerait les gens, on proposerait des formations aux gens, et c'est aussi, quelque part, un socle de nos valeurs, parce que donner la possibilité d'avoir un titre de séjour et parfois d'aller dans une démarche de naturalisation à des gens qui apportent à la collectivité, je pense que c'est aussi quelque chose dont on doit être fier. Donc voilà. Rachel Miaz, votre avis là-dessus, et peut-être sur l'argument porté par notamment le parti LR sur attention à l'appel d'air, Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, la régularisation des gens qui travaillent, c'est la circulaire Valls, ça existe déjà depuis un certain nombre d'années, et c'est ce qu'on fait tous les ans. Tous les ans, des milliers de personnes sont régularisées parce qu'elles travaillent. Alors, je ne vais pas vous donner les critères exacts, mais depuis un certain nombre de temps, sur un certain nombre de mois. Ensuite, une certaine frange du patronat, du monde de la restauration ou autre, appelle une main-d'œuvre qui, en effet, est peu qualifiée, plutôt que
décider de se poser et de faire une réflexion sur les conditions de travail et sur le fait que justement pourquoi les autres n'en veulent pas. C'est aussi. Ils auront négocié leur convention collective en 2021 avec 16% d'augmentation. Donc on peut faire les deux. Mais on est parfois encore loin des minima et je pense que vous le savez très bien. Ensuite, l'idée que qu'on irait chercher des gens, enfin, ça m'interpelle un petit peu, comme si les gens étaient interchangeables. On les change de pays, ils arrivent, ils peuvent travailler. C'est une espèce de déchirement, d'arrachement. Et puis se pose la question, alors d'une part, du niveau de qualification de nos immigrants. On le sait, on a un niveau extrêmement faible si on compare à l'ensemble des pays de l'OCDE. On n'a pas les immigrants que peuvent avoir, par exemple, l'Allemagne, qui sont extrêmement qualifiés. Nous, on a une large part. Pour plein de raisons, l'Allemagne sélectionne énormément. Et nous, on a beaucoup d'immigrants qui ne maîtrisent pas leur langue maternelle, ni à l'écriture, ni en lecture, ni en écriture. Par exemple, on a une surreprésentation. Et dernière chose, on parle du titre métier en tension. On pourrait parler exactement aussi du titre pour les métiers issus de la santé. Je m'interroge sur ces pays qui se voient vider justement de leur cerveau. La Tunisie, par exemple, le nombre de médecins que forme la Tunisie tous les ans, c'est le nombre de médecins qui part. Se posera ensuite la question du titre étranger malade ou de l'AME. Il nous reste une minute. Un mot de réponse là-dessus, sur le fait de finalement appauvrir encore un peu plus les pays d'origine. Ça, c'est une préoccupation, je suis d'accord, je la partage. Mais à quoi il faut qu'on prête attention, vous parliez de la circulaire Valls, c'est au sentiment d'arbitraire. Les gens qui aujourd'hui veulent être régularisés face à cette circulaire qui n'est pas appliquée de la même manière suivant l'endroit où vous êtes dans le territoire, suivant la politique du préfet qui est en place, ont ce sentiment d'arbitraire. Je pense que dans notre réflexion, et vous parlez de l'Allemagne, et je souscris aussi à cette idée qu'on a besoin d'une immigration plus qualifiée, et d'ailleurs je travaille avec quelques-uns de mes collègues à des amendements pour améliorer notre système, je pense qu'il faut à la fois qu'on limite l'arbitraire, c'est comme ça qu'on sera plus attractif pour des gens plus qualifiés, c'est aussi comme ça qu'on aura une politique qui changera, je l'espère, la position de l'opinion publique sur l'immigration qui est aujourd'hui négative et notamment parce qu'on a une immigration relativement peu qualifiée par rapport à celle des autres pays. Merci à tous. Merci d'avoir participé à ce débat. À bientôt sur Public Sénat. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous dis à demain pour un nouveau numéro de Sens Public. Vous pouvez retrouver cette émission, tous nos programmes sur la plateforme publicsénat.fr. Et puis notez que demain, dans la matinale, Oriane Mancini reçoit Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste. Elle pourra peut-être lui poser la question du modèle danois. On verra bien. Belle soirée à toutes et à tous.